L'encyclopédie compte des milliers de pages, des centaines d'auteurs, des décennies de travail acharné. Elle porte les noms de Diderot et de d'Alembert sur sa couverture. Elle est célébrée comme le monument le plus ambitieux de la pensée humaine au XVIIIe siècle. Mais ce que les manuels ne disent jamais, c'est qu'il y a un moment précis, quelque part autour de l'année 1759, où l'entreprise entière était sur le point de s'effondrer. Les éditeurs n'avaient plus d'argent. Diderot était au bord du désespoir. Et c'est alors qu'une femme, dont le nom n'apparaît nulle part dans l'ouvrage, a sorti son carnet, a convoqué ses notaires et a sauvé le projet. Son nom, Marie-Thérèse Rodet-Geoffrin, et la révolution qu'elle a ainsi rendue possible finira par détruire tout ce que des femmes comme elle avaient construit. Voilà le paradoxe qui va nous occuper pendant cette heure. Une poignée de femmes sans droit politique, sans accès à l'université, sans titre officiel d'aucune sorte, ont dirigé le mouvement intellectuel le plus influent de l'histoire européenne. Elles ont sélectionné les idées qui circuleraient, choisi les hommes qui auraient une carrière, tenu en vie les livres qui allaient changer le monde. Elles ont fait tout cela depuis leur salon, c'est-à-dire depuis leur propre maison, le seul espace que la société leur laissait. Et quand la Révolution est arrivée, portant les idées nées dans ces pièces, elle a déclaré que la place de la femme était au foyer, exactement là d'où ces femmes avaient pourtant tout changé. Si cette histoire vous intéresse, si vous voulez comprendre comment le pouvoir réel fonctionne parfois dans l'ombre, laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, on plonge dans ces fragments d'histoire que les livres scolaires préfèrent ignorer. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui ? Je suis toujours curieux de savoir depuis quel coin du monde ces histoires trouvent leurs spectateurs. Reprenons. Pour comprendre ce que ces femmes ont réellement accompli, il faut d'abord comprendre dans quel monde elles vivaient. Parce que dire qu'elles étaient exclues de la vie publique, c'est encore trop doux. La réalité du Paris des années 1700 était bien plus radicale que ça. Une femme de la noblesse ou de la haute bourgeoisie ne se déplaçait quasiment pas. Les rues de Paris étaient boueuses, dangereuses, impraticables pour qui voulait garder une apparence convenable. Il n'existait pas de journaux au sens où nous l'entendons, ou presque. Les académies royales, les universités, les tribunes officielles du savoir, toutes fermées aux femmes. L'Académie française, fondée sous Louis XIII, n'admettra sa première femme que 3 siècles et demi après sa création. Pensez-y, 3 siècles et demi. Les femmes regardaient de l'extérieur une institution dont elles avaient pourtant, dans les faits, tracé les contours depuis l'intérieur. Alors ce que ces femmes ont fait, c'est une chose à la fois très simple et absolument révolutionnaire. Puisque le monde ne les laissait pas y entrer, elles ont convoqué le monde chez elles. Le salon est né de cette contrainte. Non pas comme un divertissement, non pas comme une réception mondaine où on boit du champagne en parlant du temps qu'il fait, mais comme une institution à part entière. Une institution sans nom officiel, sans statut juridique, sans budget public, et pourtant plus influente que bien des ministères. Le principe est d'une élégance redoutable. La maîtresse de salon, qu'on appelle la salonnière, invite. Elle choisit qui vient et qui n'est pas invité. Elle fixe les jours, les thèmes, le ton. Elle dirige la conversation avec une précision d'horlogère, suffisamment discrète pour que personne ne se sente manipulé, suffisamment ferme pour que la discussion ne parte jamais en éclats d'ego blessés. Et dans une époque où la réputation d'un philosophe, d'un écrivain, d'un artiste dépendait entièrement de ce que pensait la bonne société parisienne, être invité dans le bon salon ou en être exclu pouvait faire ou défaire une carrière en quelques semaines. On disait à l'époque, les maîtresses de salon, comme les poètes, naissent et ne se font pas. C'est une façon poétique de reconnaître quelque chose de profondément vrai. Tenir un salon requérait un talent que l'on ne pouvait pas apprendre dans les livres, précisément parce qu'on n'avait pas accès aux livres. Il fallait une intelligence de la situation humaine, une capacité à sentir les tensions dans une pièce avant qu'elle n'explose, une mémoire prodigieuse des susceptibilités de chacun, et une patience de fer doublée d'une volonté de granit. Ces femmes n'étaient pas des hôtesses, elles étaient des architectes. Elles construisaient des espaces où les idées pouvaient circuler librement. Ce que les académies officielles, gouvernées par leurs règles et leur hiérarchie, ne permettaient plus vraiment. Certains historiens ont même avancé que les salons offraient quelque chose que nulle autre institution de l'époque ne pouvait garantir. Une forme d'égalité provisoire, suspendue dans le temps d'une soirée. Un philosophe de conditions modestes pouvait s'asseoir à la même table qu'un duc et débattre à armes égales, pour peu que la maîtresse de maison le voulût ainsi.
Ce n'était pas la démocratie, mais c'était un laboratoire pour des idées qui allaient l'inventer. Et pour comprendre comment cela fonctionnait concrètement, comment une femme sans éducation formelle devenait la banquière intellectuelle et financière du mouvement des Lumières, il n'y a pas de meilleur exemple que Marie-Thérèse Geoffrin. Née en 1699 dans une famille de petite bourgeoisie parisienne, orpheline de père à 7 ans, élevée par sa grand-mère maternelle qui ne lui donna aucune éducation formelle mais lui enseigna l'art de la conversation, mariée à 15 ans à un homme qui avait 2 fois son âge, un fabricant de glace prospère, solide et étonnamment discret. Pierre-François Geoffrin ne lisait presque pas. Il gérait la maison, surveillait les menus, commandait les domestiques. Il assistait au dîner de sa femme, silencieux, au bout de la table. Un soir, un invité remarqua que l'homme qui occupait habituellement ce siège n'était plus là. Madame Geoffrin répondit avec un calme parfait « C'était mon mari, il est mort ». La table continua à parler. Cette anecdote dit tout. Le mari de Madame Geoffrin était présent dans sa vie comme un meuble utile et discret. C'est elle qui existait, elle qui pensait, elle qui construisait. Pendant que Pierre-François gérait l'argent de la manufacture, Marie-Thérèse apprenait à gérer quelque chose de bien plus difficile, les hommes de génie. Elle avait commencé son apprentissage à la trentaine, en fréquentant le salon de Madame de Tencin, une femme d'une intelligence féroce et d'une réputation sulfureuse, ancienne religieuse défroquée, mère cachée du mathématicien d'Alembert qu'elle avait abandonné à la naissance sur les marches d'une église. Le salon de Tencin réunissait Fontenelle, Marivaux, Montesquieu, les cerveaux les plus vifs de Paris. Geoffrin y observait, absorbait, apprenait. Elle formait son esprit à l'école des grands esprits, faute d'avoir pu le former dans n'importe quelle autre école. Quand Madame de Tencin mourut en 1749, Geoffrin fit ce que font les grandes femmes d'action. Elle hérita de la situation. Elle recueillit les habitués du salon défunt comme on recueille un héritage précieux, les réinstalla chez elle rue Saint-Honoré et prit la direction des opérations avec une efficacité qui stupéfia Paris. Son salon de la rue Saint-Honoré allait fonctionner pendant plus d'un quart de siècle. Mais ce qui distinguait Geoffrin de toutes ses prédécesseurs, c'est une innovation d'apparence modeste qui changea tout. Elle fixa un horaire. Elle établit des jours réguliers, des rituels stables. Le lundi pour les artistes, peintres, sculpteurs, graveurs. Le mercredi pour les philosophes et les gens de lettres. Elle inventa, selon l'historienne Dina Goodman, le salon des Lumières tel qu'il sera connu. Elle transforma la rencontre brillante mais irrégulière en institution prévisible, avec ses séances fixes, ses membres réguliers, sa logique propre. Ce faisant, elle faisait quelque chose de fondamental. Elle donnait à la République des Lettres une adresse permanente. Le mercredi de Madame Geoffrin était une affaire sérieuse. On arrivait pour le dîner, ce qui à l'époque signifiait le repas de la mi-journée, autour d'1h de l'après-midi. Et la conversation durait tout l'après-midi. Pas question d'inviter des femmes à ces dîners du mercredi. Geoffrin avait remarqué que la présence de dames jeunes et jolies détournait ses convives de la discussion générale. Elle avait raison, et elle n'hésitait pas à appliquer cette règle avec la fermeté tranquille d'une directrice d'institution. L'unique exception qu'elle fit fut pour Julie de Lespinasse, dont nous reparlerons et dont l'histoire est bien plus complexe qu'une simple exception à une règle. Autour de cette table du mercredi, on trouvait d'Alembert, Diderot, le baron d'Holbach, Marmontel, l'abbé Raynal, Fontenelle, Montesquieu dans ces dernières années, et aussi, fait souvent oublier, des étrangers de marque. Horace Walpole, venu d'Angleterre, le comte Kreutz, ambassadeur de Suède, Edward Gibbon, qui était alors en train d'accumuler les matériaux de son immense histoire de la Rome déclinante. Sous le toit de Geoffrin, l'Europe pensante se retrouvait. Elle avait fait de son salon une place publique internationale, à l'époque où les frontières entre États étaient encore des murs épais. Ce talent pour le réseau était vertigineux. Geoffrin correspondait avec Catherine II de Russie. Elle écrivait au roi Gustave III de Suède. Le roi Stanislas de Pologne, Stanislas Poniatowski, l'appelait sa maman, et il ne le disait pas par flatterie vide. Des années plus tôt, Geoffrin avait couvert ses dettes de jeu quand il était encore un jeune homme impécunieux que son père lui avait confié. Elle l'avait protégé, guidé, introduit dans les cercles qui comptaient. Quand il fut sacré roi de Pologne, il l'invita à Varsovie. Elle fit le voyage à 68 ans, traversa l'Europe, fut reçue comme une souveraine par les cours autrichiennes et polonaises. Elle rentra à Paris et reprit ses dîners du mercredi, comme si rien ne s'était passé. Mais le vrai chef-d'œuvre de Madame Geoffrin, celui dont elle ne toucherait jamais la gloire officielle, c'était son rôle dans l'encyclopédie.
L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est souvent présentée comme le projet emblématique des Lumières. Un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Une entreprise de plusieurs décennies visant à rassembler tout le savoir humain et à le rendre accessible. Ce que les histoires officielles oublient presque toujours de mentionner, c'est que ce projet a failli mourir plusieurs fois, et que c'est une femme qui l'a maintenu en vie. En 1759, les autorités royales et religieuses interdisent les premiers volumes. Les éditeurs sont au bord de la faillite. Diderot, qui a consacré des années à ce travail titanesque, ne sait plus comment payer ses collaborateurs, ni continuer la recherche. C'est là que Geoffrin intervient. Elle ouvre son portefeuille. Elle verse des sommes considérables. Sa propre fille estimera plus tard que sa mère avait contribué plus de 100 000 livres à l'entreprise. Une fortune qui représentait des années de revenus pour un artisan ordinaire. Elle ne se contente pas de verser de l'argent. Elle verse des allocations régulières aux auteurs. Elle les introduit auprès de mécènes influents. Elle use de ses réseaux pour contourner les censures. Elle fait fonctionner l'encyclopédie comme un directeur de production fait fonctionner un grand chantier, en assurant que les ressources arrivent là où elles sont nécessaires, au moment où elles sont nécessaires. Diderot, en reconnaissance, lui réaménagea son bureau avec du cuir et du velours cramoisi, une pendule de bronze et d'or, un secrétaire en marqueterie. Il écrivit même un pamphlet amusant et nostalgique sur la perte de sa vieille robe de chambre élimée, remplacée par de nouveaux vêtements, une façon poétique de remercier sa mécène. Mais son nom n'apparaît nulle part dans l'encyclopédie, pas une ligne, pas une note de bas de page. Le monument qu'elle a contribué à sauver porte d'autres noms que le sien. Certains historiens ont voulu voir dans ce silence une injustice pure et simple. D'autres, plus nuancés, suggèrent que Geoffrin elle-même ne cherchait pas la reconnaissance publique de cette façon, que son pouvoir était précisément dans cette invisibilité, dans cette capacité à agir sans laisser de traces officielles. Il y a quelque chose de fascinant dans cette lecture. Une femme qui a compris que le vrai pouvoir, dans une société qui vous exclut de tous les espaces officiels, consiste à rendre les autres puissants, pas à signer, à faire que les choses arrivent. Son salon avait aussi une règle qui en dit long sur son intelligence politique. Aucune discussion de politique ni de religion. Ces deux sujets, les deux plus explosifs de l'époque, étaient bannis de la conversation. Pourquoi ? Parce que Geoffrin avait compris quelque chose que ses contemporains mettaient souvent du temps à saisir. Une dispute ouverte sur la religion ou le roi pouvait faire fermer un salon par la police royale du jour au lendemain. Elle protégeait ses invités autant qu'elle les réunissait. Elle créait un espace où les idées les plus dangereuses de l'époque pouvaient circuler sous le couvert d'une conversation sur la littérature ou les arts. Ce n'était pas de la prudence timorée, c'était de la stratégie. Mais il serait inexact de présenter Madame Geoffrin comme la seule architecte de cet univers. Paris du XVIIIe siècle était une constellation de salons, chacun avec sa personnalité propre, ses fidèles, ses rivalités. Et si Geoffrin régnait du côté des philosophes, il existait un autre salon, concurrent, différent, parfois hostile, qui incarnait une vision radicalement autre de ce que pouvait être une conversation. Ce salon était tenu par une femme qui avait perdu la vue depuis des années, et qui n'en continuait pas moins à voir Paris avec une acuité que bien des voyants lui enviaient. La marquise du Défend n'aimait pas Madame Geoffrin. Elle la traitait de caillette, un terme de l'époque pour désigner une femme bavarde et peu sérieuse. Elle méprisait ouvertement le salon de la rue Saint-Honoré, qu'elle jugeait trop complaisant envers les philosophes, trop provincial dans ses ambitions internationales. Et pourtant, ce qu'elle avait elle-même bâti dans les appartements du couvent des Filles de Saint-Joseph, rue Saint-Dominique, était peut-être encore plus redoutable, pour des raisons que personne n'aurait pu anticiper. Marie du Défend avait 70 ans passés quand elle perdit définitivement la vue. On pourrait imaginer que cela marqua la fin de quelque chose. Ce fut en réalité le début de sa légende. Pensez à ce que cela signifiait concrètement. Une femme âgée, aveugle, qui vit dans des appartements prêtés par un couvent parce que sa fortune personnelle n'a jamais été à la hauteur de son rang. Entourée de domestiques qu'elle surveille sans les voir, dans une ville dont elle ne peut plus voir les rues, les visages, les ciels. Et pourtant, chaque soir à la même heure, les plus grandes intelligences de Paris remontent le faubourg Saint-Germain pour venir s'asseoir autour d'elle. Non par pitié, non par obligation mondaine, parce qu'aucun salon de la capitale ne peut offrir ce que le sien offre. Une conversation d'une densité, d'une franchise et d'une cruauté intellectuelle que nulle autre femme ne permettait. Car du Défend avait une qualité que ses contemporains trouvaient aussi enivrante qu'effrayante. Elle ne respectait personne. Pas par grossièreté, elle possédait des manières parfaites,
d'une politesse d'Ancien Régime ciselée à l'extrême. Mais son esprit n'avait aucune déférence. Elle démontait les arguments avec la précision d'un horloger qui défait un mécanisme pour voir comment il fonctionne, sans s'inquiéter de savoir si des pièces pourraient être remontées. Voltaire en raffolait, Montesquieu aussi. Il y avait dans sa façon d'écouter, et elle écoutait avec une intensité que la cécité rendait presque physique, quelque chose qui forçait l'interlocuteur à être à la hauteur. Personne n'osait dire des sottises devant du défunt. Elle les entendait avant qu'elles soient prononcées. Sa vie avait été une série de catastrophes honorables. Née Marie de Vichy-Chameron en 1696 dans une famille de la petite noblesse bourguignonne, elle était entrée au couvent pour recevoir une éducation, le seul établissement qui en dispensait une aux filles. À 10 ans, elle avait rendu fou de désarroi le curé chargé de son instruction, en lui posant des questions auxquelles la théologie catholique n'avait pas de réponse satisfaisante. Qu'est-ce que le péché originel signifie vraiment ? Pourquoi Dieu, s'il est bon, aurait-il créé l'enfer ? L'ecclésiastique, épuisé, finit par lui confier que ses doutes ressemblaient à ceux de Voltaire. Elle eut l'air ravie. Elle fut mariée comme on marie les femmes de cette époque, à un homme qu'elle n'aimait pas, dont elle se sépara rapidement, dont elle porta le nom toute sa vie sans le voir jamais. Elle fut la favorite du régent pendant quelques années dorées et scandaleuses. Elle tint un premier salon dans les années 1720, fréquenté par la vieille garde intellectuelle, Fontenelle, Montesquieu, les survivants du grand siècle. Puis la cécité vint progressivement, brouillant d'abord les contours, puis effaçant les visages, puis éteignant tout. Et dans cette obscurité permanente, elle affûta ce que la lumière lui avait peut-être empêché de développer complètement, l'oreille absolue du jugement humain. Son salon de la rue Saint-Dominique fonctionnait le soir, toujours. La journée n'existait plus vraiment pour elle. Les heures sans la vue se ressemblent toutes. Mais la nuit, quand les bougies allumées ne lui manquaient pas plus que le soleil, elle était dans son élément. Les invités arrivaient après le souper, vers 9h. On s'installait, on parlait, parfois jusqu'à l'aube. Il y avait dans ces soirées une qualité particulière que les mémorialistes de l'époque essaient de capturer sans jamais tout à fait y réussir. Quelque chose d'une intensité que la pénombre rendait plus palpable. Comme si l'absence de regard facilitait une franchise que la lumière du jour n'aurait pas permise. Ce qui lui permit de tenir aussi longtemps, son salon fonctionnait depuis les années 1730 jusqu'à sa mort en 1780, c'est qu'elle avait fait une chose que Geoffrin n'avait jamais faite. Elle avait formé une assistante. Une jeune femme qu'elle avait recueillie, instruite, introduite dans ses cercles, et qui lisait pour elle, répondait à son courrier, guidait ses pas dans les couloirs de l'appartement. Cette jeune femme s'appelait Julie de Lespinasse. Et si l'histoire des salons possède un épisode qui se lit comme un roman de trahison, de passion et de vengeance froide, c'est bien celui-là. Julie de Lespinasse avait une origine que la bonne société de l'époque qualifiait d'irrégulière, ce qui était la façon polie de dire illégitime. Elle était la fille naturelle d'un comte et d'une femme dont l'histoire a retenu le nom comme celui d'une comtesse d'Albon. Elle avait grandi dans une position bâtarde et douloureuse, trop bien née pour être traitée comme une domestique, pas assez légitime pour occuper la place qui était la sienne de droit. Elle n'avait pas de dot. Elle n'avait pas d'avenir conventionnel. Ce qu'elle avait, en revanche, c'était un esprit d'une vivacité que ceux qui la rencontrèrent, même brièvement, n'oublièrent jamais. Madame du Défend la prit sous son aile vers 1754. Elle lui fit une place dans son appartement, lui donna accès à sa bibliothèque, la présenta à ses convives. De Lespinasse devint indispensable. Les yeux de la marquise, sa secrétaire, sa lectrice, la voix qui lisait à haute voix les lettres du matin et les pamphlets de la semaine. Et pendant que du Défend dormait ou se reposait dans la journée, de Lespinasse recevait les invités du soir un peu en avance. Rien de scandaleux dans ce geste. C'était simplement l'assistante qui tenait compagnie aux arrivants en attendant la maîtresse de maison. Sauf que quelque chose s'était passé que du Défend n'avait pas vu venir. Et pour une fois, la métaphore de la cécité s'impose avec une dureté particulière. Ces petites réunions préliminaires étaient devenues, discrètement, magnétiquement, quelque chose d'autre. De Lespinasse avait un talent propre, différent de celui de sa patronne. Là où du Défend disséquait et intimidait, Lespinasse enthousiasmait et enflammait. Elle avait une façon d'écouter qui donnait à chaque interlocuteur le sentiment d'être exactement à sa place, d'avoir dit précisément la chose qu'il fallait dire. D'Alembert, le mathématicien co-directeur de l'encyclopédie, en était tombé éperdument amoureux. D'autres habitués du salon gravitaient autour d'elle avec une intensité qui n'avait plus rien de poli. Du Défend finit par s'en apercevoir. On imagine sans peine la scène.
Non pas une scène d'éclat, du Défend n'était pas femme à des scènes d'éclat, mais plutôt une confrontation froide, précise, dévastatrice. La marquise congédia Juilly de Lespinasse en 1762, sans explication publique, avec la fermeté de quelqu'un qui referme une porte et tourne la clé. Et du côté de Du Défend, ce fut tout. Elle n'en reparla plus, ou presque. Elle continua ses soirées, son salon, ses correspondances avec Voltaire et Horace Walpole. Elle fit comme si Julie n'avait jamais existé. Ce que Du Défend n'avait pas prévu, c'est que ses propres fidèles allaient choisir. Et beaucoup choisirent l'élève plutôt que la maîtresse. D'Alembert fut le premier à faire défection. Puis Turgot, futur ministre de Louis XVI. Puis une bonne moitié des philosophes qui avaient fait la réputation du salon de la rue Saint-Dominique. Ils suivirent Juilly de Lespinasse dans son nouvel appartement, et là, avec les ressources minimales que lui fournissaient quelques amis généreux et sa propre intelligence, elle construisit un salon qui devint en quelques années le centre nerveux de la pensée encyclopédiste. Ce qui rendait le salon de Lespinasse unique, c'est qu'il fonctionnait de 5 à 9 heures du soir, une heure où les académiciens, les diplomates et les philosophes pouvaient venir directement depuis leurs travaux de la journée, sans devoir sacrifier une demi-journée entière comme chez Geoffrin. C'était une adaptation intelligente aux contraintes de ses invités, et l'atmosphère y était différente de tout ce qui existait à Paris, plus libre, plus urgente, plus passionnée. On discutait de physique et de politique dans la même phrase. On posait des questions auxquelles personne n'avait encore de réponse. D'Alembert y venait chaque jour, amoureux transi et intellectuel ébloui à la fois, ne sachant pas très bien où finissait l'une de ses passions et où commençait l'autre. Lespinasse elle-même vivait dans une sorte de tempête émotionnelle permanente, que ses lettres, publiées après sa mort et considérées comme un chef-d'œuvre de la littérature épistolaire française, révèlent avec une franchise bouleversante. Elle aimait avec une intensité qui l'effrayait elle-même. Elle aimait le comte de Guibert d'une passion dévastatrice, sans retour, qui la consuma littéralement. Elle écrivit des lettres à cet homme qui sont parmi les plus belles et les plus terribles déclarations d'amour de la langue française. D'Alembert, qui vivait pour elle, lisait peut-être ces lettres par-dessus son épaule, et comprenait qu'il n'aurait jamais ce qu'il voulait. Et pourtant il resta. Il resta à côté d'elle jusqu'à sa mort en 1776, et il ne s'en remit jamais vraiment. Elle mourut jeune, épuisée, anémiée, rongée par une passion que la médecine ne savait pas soigner, parce que ce n'était pas une maladie du corps. Elle emporta avec elle des centaines de lettres, qui ne furent publiées qu'après sa mort. Des lettres où elle avait tout dit, sans précaution, sans coquetterie littéraire, avec la brutalité de quelqu'un qui sait qu'il n'a plus le temps de mentir. Du Défend, elle, survécut à tout le monde, ou presque. Elle survécut à Lespinasse, à Montesquieu, à Fontenelle. Elle tint son salon jusqu'à ses 83 ans. Elle mourut en 1780, aveugle depuis des décennies, acérée jusqu'au bout, correspondant avec Voltaire et Walpole dans des lettres qui emplissent des volumes entiers. La plus longue victoire de l'histoire des salons. Durer, simplement durer, alors que le monde autour de vous s'effondre en silence. Et il faut maintenant parler des hommes. Parce que l'histoire des salons ne serait pas complète, et surtout pas honnête, si l'on ne disait pas clairement ce que Voltaire, Diderot et les autres devaient réellement à ces femmes. Voltaire correspond avec Du Défend pendant plus de 40 ans. C'est la relation épistolaire la plus longue et la plus productive de sa vie. Il est exilé, à Ferney, dans sa propriété à la frontière suisse, loin de Paris qui l'a banni. Et Du Défend est ses yeux, ses oreilles, son antenne dans la capitale. Elle lui envoie les rumeurs, les nouvelles littéraires, les potins politiques, les comptes rendus de ce que pensent les académiciens, les réactions aux dernières publications. Sans elle, Voltaire serait un philosophe qui écrit dans le vide. Avec elle, il reste au centre de la conversation parisienne depuis la distance de plusieurs centaines de kilomètres. Leurs lettres sont d'une liberté qui surprend encore aujourd'hui. Ils se disputent, se taquinent, se font de l'esprit, se disent des vérités que personne d'autre n'ose formuler. Voltaire appelle Du Défend sa vieille idole. Elle lui répond avec une ironie affectueuse qui fait comprendre qu'elle n'est la dupe ni de ses flatteries, ni de sa gloire. Ils ont tous les deux compris quelque chose d'essentiel. Dans un siècle où les idées circulent à travers les réseaux personnels autant qu'à travers les livres imprimés, la qualité de votre correspondante vaut autant que la qualité de votre plume. Diderot, lui, entretient avec Madame Geoffrin une relation différente. Moins d'égal à égal, plus de débiteurs reconnaissants. Il sait exactement ce qu'il lui doit.
Dans sa correspondance privée, il en parle sans ambages. Mais dans ses œuvres publiées, dans les volumes de l'encyclopédie, dans les textes qu'il signe de son nom, la dette est effacée. C'est une mécanique qui se répète dans l'histoire intellectuelle française avec une régularité qui finit par ressembler à un système. La femme qui rend le travail possible disparaît du travail accompli. D'Alembert est peut-être le cas le plus intéressant et le plus ambigu. Il écrit, dans la préface de l'encyclopédie, quelques lignes sur l'importance de la société éclairée pour le progrès des idées. On peut y lire, si on le cherche, une reconnaissance voilée des salons et de leur rôle. Mais voilée au point d'être invisible pour qui ne sait pas déjà ce qu'il cherche. Il n'écrit pas le nom de Geoffrin, il n'écrit pas le nom de Dudéfant, il n'écrit pas le nom de Lespinasse, qu'il aime pourtant depuis des années. Il généralise, il abstrait, il efface les personnes pour ne garder que le principe. Ce pattern a une logique interne que les historiens ont analysée avec précision. Ces hommes n'étaient pas nécessairement ingrats par caractère. Certains l'étaient, d'autres non. Mais ils étaient pris dans un système où reconnaître officiellement une femme comme leur égale, ou pire, comme leur mécène intellectuelle et financière, aurait nui à leur propre crédibilité dans les institutions officielles qu'ils essayaient de conquérir. L'Académie française les jugeait, le roi les lisait, l'Église les surveillait. Dans ce contexte, dire publiquement que l'encyclopédie doit son existence à une femme de la bourgeoisie parisienne, c'était ouvrir une brèche dans la légitimité de l'entreprise tout entière, aux yeux du monde dans lequel il vivait, pas à nos yeux d'aujourd'hui. Voilà la vérité la plus inconfortable de cette histoire. Ces hommes qui proclamaient l'égalité naturelle de tous les êtres humains, qui contestaient les hiérarchies héritées de la noblesse et du clergé, qui écrivaient des traités sur la dignité inhérente à tout individu, ces mêmes hommes reproduisaient sans même s'en apercevoir, ou peut-être en s'en apercevant parfaitement, une hiérarchie qu'ils ne pensaient pas à remettre en cause. Pas parce qu'elle était naturelle, mais parce qu'elle leur était commode. Voltaire, dans une de ses lettres à Dudéfant, écrit un jour quelque chose qui ressemble à un aveu inconscient. Il dit qu'il envie sa façon de penser, sa liberté d'esprit, sa capacité à voir les choses sans les préjugés dont l'éducation avait empoisonné les hommes de sa génération. C'est beau, c'est sincère sans doute. Et c'est exactement le problème. Il admire la liberté d'esprit d'une femme que la société maintient précisément dans les schèmes qu'il dit admirer de l'avoir portée avec grâce. Les salons atteignirent leur apogée quelque part dans les années 1760 et 70. Les idées qui y circulaient, la liberté individuelle, la séparation des pouvoirs, le droit au bonheur comme principe politique, s'infiltraient partout. Dans les gazettes clandestines, dans les pamphlets qui circulaient de main en main, dans les esprits d'une génération qui commençait à trouver Versailles non seulement corrompu, mais insupportable. Et quelque part dans l'air chargé de ces soirées rue Saint-Honoré ou rue Saint-Dominique, dans les mots que ces femmes organisaient avec tant de soin, quelque chose était en train de se préparer. Quelque chose que ni elles, ni leurs invités ne pouvaient encore voir clairement. Quelque chose qui ressemblait à une promesse. Une promesse sur laquelle le siècle allait se retourner avec une violence que personne n'avait rêvé d'anticiper. Et qui allait tenir ces femmes elles-mêmes pour quantité négligeable au moment même où elles prétendraient enfin tout changer. La promesse était belle. Elle avait mis des décennies à mûrir dans ses salons, dans ses appartements éclairés à la bougie, où les mots circulaient librement parce que des femmes avaient veillé à ce qu'ils le puissent. Liberté, égalité, dignité naturelle de chaque être humain. Ces mots avaient traversé Paris de bouche en bouche, de pamphlet en pamphlet, jusqu'à ce qu'ils deviennent une force physique que même Versailles ne pouvait plus contenir. Le 14 juillet 1789, la Bastille tombe. Paris explose. Et quelque chose commence à changer dans les salons qui ont survécu à ces premières années tumultueuses. Quelque chose de difficile à nommer au début, comme un léger tremblement dans un édifice qu'on croyait solide. Les philosophes qui avaient débattu de liberté autour des tables de Geoffrin et de Lespinasse se retrouvaient soudainement dans un monde où leurs idées n'étaient plus des abstractions nobles, mais des armes. Et comme toutes les armes, elles ne reconnaissaient pas toujours ceux qui les avaient forgées. Les premiers mois de la Révolution furent pour certaines femmes un moment d'espoir fulgurant. Elles étaient dans les rues. Elles marchèrent sur Versailles en octobre 1789. Des milliers de femmes du peuple, armées de piques et de colères, qui allèrent chercher le roi comme on va chercher un débiteur récalcitrant. Elles fondèrent des clubs, des associations, des tribunes. État Palme d'Elders réclama devant l'Assemblée nationale le droit à l'instruction égale pour les femmes. Théroigne de Méricourt, en rouge et en noir,
harangua les foules au palais royal avec une éloquence qui fit tourner des têtes. Il semblait, pendant quelques mois vertigineux, que la promesse allait tenir. Elle ne tint pas. Dès 1793, les forces qui se réclamaient de la Révolution commencèrent à resserrer l'étau autour de tout ce qui pouvait ressembler à un contre-pouvoir. Et les salons, ces espaces où le débat libre avait existé depuis des décennies, ces institutions informelles qui avaient précisément fonctionné parce qu'elles échappaient au contrôle de l'État, devinrent suspects. Aristocratiques, disait-on. Contre-révolutionnaires, murmurait-on dans les comités. Potentiellement royalistes, hurlait-on lors des assemblées de section. En octobre 1793, la Convention nationale interdit les clubs et sociétés de femmes. Le décret fut présenté par André Amar au nom du Comité de sûreté générale. Le raisonnement était d'une clarté glaçante. Les femmes ne sont pas faites pour le gouvernement, pour la diplomatie, pour la chose politique. Leur nature les destine à la sphère domestique. Qu'elles s'en contentent. Imaginez ce moment. Des femmes qui avaient tenu pendant 40 ans les espaces les plus politiquement influents de Paris, qui avaient sélectionné les idées qui allaient nourrir cette révolution même, qui avaient tenu en vie les projets dont les phrases se retrouvaient maintenant dans les bouches des tribuns. Ces femmes entendaient la Révolution leur dire que la politique n'était pas leur affaire. Madame Geoffrin était morte en 1777, trop tôt pour voir ce dénouement. La marquise du Défend l'avait précédée de peu, disparue en 1780. Lespinasse encore avant elle. Ces femmes qui avaient construit l'ère des Lumières n'avaient pas vécu assez longtemps pour voir ce que leurs idées allaient produire de plus sombre. On peut trouver dans cela une ironie cruelle ou une grâce secrète. Elles n'eurent pas à choisir entre leurs projets et leur survie. D'autres n'eurent pas cette chance. Olympe de Gouges s'appelait en réalité Marie Gouze. Elle était née en 1748 à Montauban, dans le sud-ouest de la France, fille d'un boucher et, disait-on avec insistance, fille naturelle d'un marquis, le marquis Lefranc de Pompignan, académicien. Elle n'avait pas reçu d'éducation formelle digne de ce nom. Elle avait appris à lire seule, ou presque, avait quitté Montauban après la mort de son mari, un homme qu'elle n'avait pas choisi, et était arrivée à Paris avec dans les mains uniquement ce qu'elle avait dans la tête. À Paris, elle avait gravité autour des salons sans jamais vraiment en tenir un elle-même. Sa condition ne le permettait pas. Elle écrivait des pièces de théâtre, des pamphlets, des essais dans un français qui n'était pas toujours grammaticalement impeccable, mais qui possédait une force directe que les puristes de l'Académie n'auraient jamais produite, justement parce qu'ils étaient trop soucieux de l'impeccable. Elle écrivit contre l'esclavage, sa pièce Zamor et Mirza, qu'elle soumit à la Comédie Française dès 1785, attaquait la traite des Noirs avec une franchise qui fit reculer les directeurs du théâtre pendant des années. Elle écrivit pour le divorce. Elle écrivit pour les enfants illégitimes. Elle écrivit pour les femmes de chambre, pour les ouvrières, pour toutes celles dont les grandes théories de l'égalité naturelle s'arrêtaient exactement au seuil de leur vie quotidienne. Et en 1791, alors que l'Assemblée nationale débattait encore de ce que signifiait réellement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges publia sa réponse. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Article 10. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. Cette dernière phrase était une prophétie. Elle le savait peut-être, elle continua néanmoins. Elle adressa sa déclaration à la reine Marie-Antoinette avec une lettre qui mêlait l'admiration politique et l'appel sincère. Elle voyait dans la reine une femme piégée dans sa condition aussi sûrement qu'une couturière dans la sienne, et pensait que les femmes pourraient peut-être, ensemble, forcer le débat. Ce fut un calcul catastrophique sur le plan tactique. S'adresser à la reine en 1791, c'était se peindre une cible dans le dos. Ses ennemis s'en souviendront. Pendant les 2 années suivantes, Olympe de Gouges continua à écrire avec une énergie qui ressemblait parfois à de la témérité. Elle publiait des affiches qu'elle collait elle-même sur les murs de Paris. Une pratique que les femmes n'étaient pas censées adopter. Un geste physique, public, irrémédiablement politique. Elle attaqua Robespierre directement, avec son nom, avec des arguments précis. Elle proposa que le peuple puisse voter pour choisir entre 3 formes de gouvernement. Dans le Paris de l'an 2, faire des propositions alternatives à la ligne jacobine, c'était signer un arrêt de mort. Elle fut arrêtée en juillet 1793. On la garda en prison pendant plusieurs mois. Ses geôliers espéraient peut-être qu'elle se rétracterait, qu'elle demanderait grâce, qu'elle produirait quelques déclarations d'allégeance qui auraient rendu son exécution moins nécessaire.
Elle refusa. Elle continua d'écrire en prison, produisant des mémoires, des requêtes, des protestations qui ne servaient plus à grand-chose de pratique, mais qu'elle semblait incapable de ne pas écrire. C'était sa façon de respirer. Elle monta à l'échafaud le 3e novembre 1793. Elle avait 45 ans. Le journal qui rendit compte de son exécution, le Moniteur universel, nota sobrement qu'elle avait voulu être homme d'État et que la loi avait puni cette oublieuse des vertus de son sexe. C'est la phrase la plus révélatrice de toute cette histoire. Une femme guillotinée pour avoir voulu participer à la vie politique d'une république qui proclamait l'égalité naturelle de tous les êtres humains. Et le journal qui en rend compte ne voit pas la contradiction. Il y voit une leçon. Théroigne de Méricourt finit internée à la Salpêtrière, l'asile de Paris, où elle passa les 20 dernières années de sa vie, dans la démence. Les femmes du Club des citoyennes républicaines révolutionnaires furent dispersées et menacées. Le mouvement des femmes de la Révolution fut brisé méthodiquement, avec des arguments puisés directement dans la philosophie des Lumières. La nature des femmes, leur rôle biologique, leur vocation domestique. Ces arguments, les philosophes des salons les auraient tous réfutés dans d'autres contextes. Ils ne les réfutèrent pas dans celui-là. Et c'est là, au cœur de ce paradoxe, que réside quelque chose que les Lumières n'ont jamais vraiment regardé en face. Les philosophes des salons avaient une théorie de l'égalité naturelle. Ils avaient aussi une pratique de l'exclusion naturalisée. Ils vivaient dans ces deux réalités simultanément, sans apparemment ressentir la tension entre elles, ou en ressentant la tension et en choisissant de ne pas la résoudre. Diderot écrivit des pages bouleversantes sur la condition des femmes, sur les injustices que leur faisait subir une société organisée uniquement par et pour les hommes. Sa correspondance avec Sophie Voland, la femme qu'il aima pendant 20 ans, révèle un homme capable d'une égalité affective et intellectuelle remarquable dans l'espace privé. Mais dans l'encyclopédie, la femme est définie principalement par sa fonction reproductive et domestique. L'espace privé et l'espace public sont deux pays différents, et Diderot, comme ses contemporains, ne construisirent jamais le pont entre les deux. Rousseau est le cas le plus flagrant, et le plus tragique pour les femmes de cette époque, car Rousseau fut lu. Rousseau fut adoré. Rousseau fut la voix qui porta les idées des Lumières dans les foyers, dans les cœurs, dans les imaginaires d'une génération entière. Et Rousseau décrivit dans l'Émile, avec une tendresse et une minutie qui rendaient la chose encore plus implacable, l'éducation idéale d'une femme, douce, souple, formée pour plaire et pour obéir, conçue pour être le complément silencieux de l'homme souverain. Sophie, la compagne idéale d'Émile, est l'exact opposé de tout ce que Geoffrin, du Défend et l'Espinasse avaient été. Et c'est ce modèle que la Révolution, dans ses moments les plus idéologiques, choisit de mettre en pratique. Il y a dans cette histoire une ligne de fuite que l'on peut tracer assez nettement. Les salons fonctionnaient parce qu'ils existaient dans un entre-deux, ni tout à fait public, ni tout à fait privé. Ils exploitaient une ambiguïté que l'Ancien Régime n'avait jamais vraiment résolue. La Révolution, elle, voulut tout clarifier. Elle voulut des frontières nettes entre le public et le privé, entre le citoyen et l'épouse, entre la tribune et la cuisine. Et dans ce grand mouvement de clarification, les salons, ces espaces hybrides, ambigus, dirigés par des femmes depuis des décennies, n'avaient plus de place. Ce qui disparut avec eux n'est pas facile à nommer. Ce n'est pas simplement un espace de rencontre. C'est une façon particulière de faire circuler les idées, oblique, conversationnelle, fondée sur la confiance et la relation plutôt que sur la hiérarchie institutionnelle. Une façon que ces femmes avaient inventée précisément parce que toutes les voies directes leur étaient fermées. Quand les voies directes s'ouvrirent, pour les hommes, personne ne pensa à préserver ce que les voies indirectes avaient produit. Le XIXe siècle écrira une histoire des Lumières dans laquelle Voltaire, Diderot, Rousseau et d'Alembert seront les protagonistes absolus. L'encyclopédie appartiendra à Diderot, les idées de la Révolution appartiendront aux philosophes. Les salons seront mentionnés comme un décor agréable, un arrière-plan mondain, la garniture sociale d'une époque brillante. Madame Geoffrin deviendra une anecdote, du Défend deviendra une curiosité, cette vieille dame aveugle qui écrivait à Voltaire. L'Espinasse survivra dans quelques anthologies de la littérature épistolaire. Ce qui ne survivra pas, ou si peu, c'est la compréhension de ce qu'elles ont réellement fait. Pas ce qu'elles ont accompagné, ce qu'elles ont construit, ce qu'elles ont rendu possible, ce qu'elles ont parfois arraché à la faillite de leur propre énergie et de leur propre intelligence. Sans laisser de signature, sans revendiquer de crédit,
parce que le monde dans lequel elles vivaient ne leur avait pas laissé d'autre choix. Les Lumières ont éclairé beaucoup de choses. Elles ont interrogé la religion, le pouvoir royal, la servitude, l'ignorance organisée. Elles ont posé des questions que l'Europe n'avait jamais osé poser aussi directement. Mais elles ont regardé passer devant elles, chaque mercredi, chaque soir, les femmes qui rendaient tout cela possible. Et elles ont choisi de ne pas poser cette question-là. Pas par inadvertance, par confort. Alors voilà ce que cette histoire laisse au bout du compte. Non pas un réquisitoire, non pas une célébration, mais une question que le siècle des Lumières a préféré ne pas formuler, et qui reste entière. Si des idées de liberté naissent dans des pièces gouvernées par des femmes, débattues par des hommes qui rentrent chez eux en laissant les femmes ranger les chaises, de quelle liberté parle-t-on exactement ? Et pour qui ? Si cette histoire vous a frappé, si vous n'aviez jamais entendu les noms de ces femmes avant ce soir, dites-le dans les commentaires et dites-moi ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et la prochaine fois qu'on vous raconte l'histoire d'une grande idée, demandez-vous dont elle portait vraiment le poids.